team Odile, Benjamin, très content de vous retrouver. Odile, on va commencer avec vous, mais Benjamin, avant un petit mot. Vous nous aviez dit que vous étiez en reconversion, vous êtes journaliste, et vous passiez vos concours pour être infirmier. Concours que vous avez passé il y a quelques semaines. Oui, et les résultats ? C'est positif, donc c'est bon, je commence à la rentrée, donc je reprends mes études d'infirmier. Bravo Benjamin. Merci. Félicitations, Merci voilà, vous avez du temps pour revenir encore au Mac de la Santé, mais on est ravis de cette nouvelle carrière qui vous attend. Odile, on va parler des rapports sexuels, parce qu'à la base, un rapport sexuel, c'est censé être agréable, mais lorsque c'est douloureux, il faut trouver une solution. Mais pour trouver la solution, il faut trouver la cause dans un premier temps. Exactement. C'est vrai que c'est un motif de consultation qui est fréquent et surtout une grande souffrance pour les femmes, ces douleurs. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'origine, où se situe la douleur. Est-ce que c'est à l'entrée du vagin, ce qu'on appelle une douleur orificielle, sous forme de brûlure, ou bien est-ce que ce sont des douleurs qu'on ressent plutôt en profondeur dans le ventre? Quand c'est des douleurs en profondeur, c'est le cas le plus rare. À ce moment-là, on va chercher une cause gynécologique en général, ça peut être une infection pelvienne, ça peut être l'endométriose avec l'inflammation et les adhérences que ça produit. C'est plus rarement un fibrome ou un kyste de l'ovaire. Dans ces cas-là, une consultation gynécologique est absolument impérative, avec un bon examen clinique. On va certainement faire une échographie et on traitera en fonction de la cause. Donc ça, c'est pour les causes profondes, mais lorsque les douleurs sont plus superficielles, dans ces cas-là, ça peut être dû à quoi? Alors là, c'est plus complexe, on va dire, et plus nuancé. Si c'est une douleur qui est récente, eh ben on va chercher ce qu'on appelle une vulvovaginite, une mycose qui traîne. Ça se règle facilement. Maintenant, quand on a une douleur qui s'est installée progressivement, qui finit par être permanente, voire qui a toujours été là, on va commencer par examiner de manière très minutieuse la vulve. Qu'est-ce qu'on peut trouver à ce moment-là ? On va trouver chez la femme ménopausée, par exemple, une sécheresse vaginale. Ça, c'est classique. On peut voir des fissures de causes multiples. On peut aussi mettre le doigt sur une douleur liée à une épisiotomie qui est récente. Et puis, on va surtout chercher des pathologies dermatologiques, au premier chef desquelles ce qu'on appelle le lichen scléreux vulvaire, qui a un traitement spécifique. Le problème, c'est que assez souvent, on ne voit pas de lésion. Donc s'il n'y a pas de lésion et que la vulve est normale, mais qu'on a ces douleurs superficielles, dans ces cas-là, ça peut venir d'où ? Alors la première cause de dyspareunie, donc douleur au moment des rapports superficiels, c'est ce qu'on appelle la vestibulodynie. Ça veut dire douleur au niveau du vestibule, qui est l'entrée du vagin. À peu près 7% des femmes sont touchées par cette vestibulodynie. Ah, quand même, hein. Oui, et encore, il y en a probablement davantage parce que c'est souvent sous-diagnostiqué, ne serait-ce que parce qu'on ne voit pas de lésion. C'est une hypersensibilité douloureuse de la vulve. Il y a d'ailleurs plus de récepteurs à la douleur à ce niveau-là, et c'est exacerbé par la pression, c'est exacerbé par le frottement, donc au moment des rapports. Le problème, c'est qu'on ne voit rien alors qu'on examine la vulve. Mais on a un test qu'on appelle le TIL-test. Le TIL-test consiste à explorer ce vestibule, donc l'entrée du vagin, avec un petit coton-tige. On appuie très légèrement et ça va réveiller la douleur. Et du coup, on sait à quoi c'est dû, cette vestibulodynie? Eh bien, c'est en exploration, on va dire. On ne connaît pas les causes, elles sont probablement multiples. Il y a très certainement une inflammation régionale, mais on sait aussi que ce sont des femmes qui ont une sensibilité accrue aux mycoses, par exemple. C'est aggravé par le stress. Il peut y avoir une prédisposition génétique et souvent, ce sont des femmes qui plus souvent ont été victimes de violences sexuelles. Alors du coup, pour le traitement, on a, j'imagine, un arsenal un peu différent. Voilà, alors c'est la prise en charge plutôt, parce que c'est vraiment une souffrance globale aussi, on va dire qu'elle est multidisciplinaire. On va commencer par un traitement local. Tout simplement. Donc on peut utiliser un anesthésique local au moment des rapports, ponctuellement. On peut aussi nourrir la muqueuse vulvaire avec une crème aux œstrogènes, à mettre régulièrement, c'est un traitement de fond. On peut soutenir le conjonctif du vestibule, donc ce qui soutient la muqueuse de tissu, avec une crème à l'acide hyaluronique. Et enfin, on n'oublie pas d'utiliser un lubrifiant au moment des rapports. L'autre priorité dans la prise en charge des vestibulodynies, c'est la rééducation du périnée. Alors évidemment, pas pour le renforcer, parce qu'on a souvent plutôt un réflexe de contraction quand on a une douleur, ça s'appelle un réflexe vaginique, mais pour apprendre à le relâcher. Et ça, que ce soit des kinés ou des sages-femmes formées, elles vont vraiment très bien accompagner les patientes.
Parfois, on a recours à un traitement de fond de la douleur, ça pour aller voir des médecins de la douleur, mais surtout, il ne faut pas oublier de prendre en charge toute la souffrance psychologique de ces femmes et vraiment en tenir compte. Ça, c'est pour la prise en charge de cette vestibulodynie, mais parfois, et c'est peut-être très fréquent, ça peut être lié à un manque de lubrification, les douleurs pendant les rapports. Absolument, c'est ce qu'il y a quand même de plus fréquent. Alors évidemment, au moment de la ménopause, mais là on va donner des traitements, mais c'est plus un problème sexologique. C'est-à-dire que le désir n'est pas là, l'excitation ne suit pas, parfois les préliminaires sont trop brefs, mais tout ceci, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Odile. Et on se retrouvera pour une prochaine histoire, Oui, justement. Et tout de suite, on retrouve Benjamin Lévesque. Mais avant ça, on a reçu la question de Aliénor qui nous demande en quoi consiste le dépistage du cancer colorectal et où faut-il le faire. Eh bien, nous y répondrons dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré à ce cancer. Benjamin, on va prendre soin de notre bouche avec des accessoires qui nous promettent de désinfecter tout simplement sa brosse à dents. Alors, autour de la table, et qui désinfecte sa brosse à dents, Rime? Ah non, jamais. Je savais pas qu'il fallait. Je la jette. Oui. Et j'en rachète une. Et bien voilà, c'est la fin de ça va plomber C'est la fin de ma chronique, voilà. Et voilà. C'est la fin de cette suite, c'est chronique. Rime. Tout de suite, c'est le coup de la force. Non, Benjamin, on va désinfecter parce que vous allez nous donner des conseils. Oui, alors justement, on va commencer avec un objet qui cartonne sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Vous allez le voir à l'écran, il s'agit des boîtiers à lumière bleue, donc à lumière ultraviolet. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc en fait, on place, voilà, vous voyez, on place la brosse à dents à l'intérieur. Je vous en ai apporté un, donc il suffit, donc à chaque fois que vous avez brossé vos dents, juste après, vous allez placer la brosse à dents à l'intérieur. On la met, voilà, comme ceci, et là, comme par magie, eh bien, de la lumière apparaît. Donc, c'est de la lumière UV qui va venir eh bien, désinfecter les poils de la brosse pendant quelques minutes. Et l'idée, eh bien, c'est d'éliminer toutes les bactéries qui prolifèrent sur nos brosses à dents. Alors, dit comme ça donne envie. Oui, puis ça fait un bon porte-brosse à dents. Oui, Oui, en plus, c'est on peut le chic. fixer au mur. Mais je vous l'ai pas Ça dit. y est de la lumière, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un intérêt? Alors, justement, ce que m'a expliqué le microbiologiste, notre ami Christophe Mercier, Ah oui, c'est que le bien nommé. On l'embrasse. le rinçage à l'eau, c'est le minimum de chez minimum. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ah. En fait, le brosse à dents sont de véritables nids à bactéries, alors des bactéries qui proviennent de notre salive, mais aussi, par exemple, si on a les toilettes dans la salle de bain, ce qui est souvent le cas, et si on tire la chasse d'eau sans refermer le couvercle, la lunette, eh bien là, des bactéries peuvent aller sur nos brosses à dents. C'est un milieu humide, et donc là, il va y avoir multiplication des bactéries. C'est là où ça devient dangereux. Là, c'est le docteur Christophe Lecar, qui est chirurgien dentiste, qui m'expliquait que certaines de ces bactéries, eh bien, peuvent favoriser des caries ou bien des infections des gencives. Et donc, la lumière UV, effectivement, ça fonctionne. Ah, quand même, ça ne va hein. pas détruire toutes les bactéries, c'est pas 100%, mais au moins, ça en enlève une bonne partie. Attention quand même, parce que tous les boîtiers vendus dans le commerce ne se valent pas. Celui-ci, donc, c'est une trentaine d'euros. Et il faut bien qu'il y ait la mention UVC. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Et ça, c'est selon Christophe Mercier, en fait, ça indique que les UV sont assez puissants pour venir détruire les bactéries. Alors nous sommes le Nouvelle lundi. angoisse. Ah oui. Mais nous sommes le lundi 9 mars, il est 13h59 et Benjamin Lévesque nous a promis un accessoire qui marche et il marche. Il y a quelque chose qui sert à quelque chose aujourd'hui. Non, il y a souvent des choses qui marchent. C'est moins souvent en ce moment, mais parfois ça fonctionne. En tout cas, on est ravis que ça fonctionne. Alors, certains sur les réseaux sociaux proposent, suggèrent, recommandent d'utiliser le micro-ondes pour désinfecter la brosse à dents. Ouais, ça, ce sont des nouvelles brosses à dents. Je vous en ai apporté avec moi, ce qu'on peut passer dans le micro-ondes pendant 1 minute. L'idée, là aussi, c'est que la chaleur du micro-ondes, eh bien, va venir éliminer, éradiquer les bactéries. Alors, pour le côté pratique, donc, il suffit de prendre, vous mettez un petit pot d'eau et vous venez placer la brosse à dents tête en bas dans le verre, vous le placez 1 minute au micro-ondes et là, eh bien, ça va venir en fait désinfecter votre brosse à dents. Et à la différence des brosses à dents classiques, eh bien celles-ci, déjà, elles tolèrent mieux la chaleur et puis, en fait, elles n'ont pas d'agrafes métalliques qui sont souvent à la base des poils des brosses à dents classiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas les... Et donc, il faut bien regarder sur l'emballage qu'il y ait bien un petit logo de micro-ondes ou que ça soit bien indiqué, possible de le passer au J'avais micro-ondes. jamais vu ça de ma vie, en tout cas, mais est-ce que ça marche, Benjamin? Alors là aussi, alors là, 2 fois, le microbiologiste Christophe Mercier confirme que ça marche. C'est pas vrai. Même chose Non. du côté de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ça marche, ça ne détruit pas tout. Il y aura toujours quelques petites bactéries, mais là encore, c'est mieux que rien. Et donc, attention à bien prendre des brosses à dents où c'est marqué sur l'emballage que c'est possible de le passer
au micro-ondes. Incroyable. 2 sur 2. 2 sur sur deux. 2. Alors, on n'est pas obligé d'investir dans un boîtier ou de mettre sa brosse à dents au micro-ondes. Non. Au quotidien, il suffit de la rincer. On peut Oui, faire c'est d'autres ça. choses. Les spécialistes préconisent déjà de la rincer à l'eau, de retirer tout le dentifrice, justement pour éviter qu'il reste coincé entre les poils de la brosse à dents, parce que c'est ce qui favoriserait la prolifération de bactéries. Et ensuite, la faire sécher dans un endroit sec, à l'air libre, et surtout, donc la tête en haut, et éviter justement d'avoir dans le même pot que le conjoint ou la famille, parce que quand les brosses à dents se touchent, eh bien, il peut y avoir un transfert d'une bactérie de la brosse 1 à la brosse 2. Ça, c'est pas bon. Et enfin, une solution pas chère pour désinfecter, eh bien, c'est de placer votre brosse à dents, alors soit dans du peroxyde d'hydrogène à 3%, ou dans un bas de bouche classique, vous en mettez un petit peu, et là, vous allez venir faire tremper votre brosse à dents quelques minutes à l'intérieur, et ça va retirer vos bactéries. Et bien sûr, on la change tous les 3 mois. Même si on fait tout ça? Même si on fait tout ça, on la change tous les 3 mois. Eh bien, Benjamin, depuis que vous avez eu votre concours d'infirmier, mais vos chroniques sont tellement meilleures. Non, mais sérieux, on a tout compris, on a eu des conseils. Futur professionnel de santé, voilà, il fallait que je me méliore. Merci de la mission.